Alors moi, je suis rentré là, j'avais passé mon bac et je suis rentré là directement après le bac. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand je suis rentré là, il n'y avait aucune formation qui préparait au métier de soigneur. Donc on recrutait des gens comme ça, qui arrivaient souvent de la campagne et qui avaient l'habitude de travailler avec les animaux, qui étaient souvent des enfants d'agriculteurs. Et en fait, on les formait sur le tas ici. Depuis maintenant un peu plus de 10 ans, il y a 3 écoles en France qui préparent un diplôme de soigneur pour parc zoologique et qui forment à peu près 25 soigneurs par an chacune. Donc on a à peu près entre 75 et 80 diplômes de soigneurs qui sont délivrés tous les ans, donc ça paraît très peu. Mais ça suffit puisque sur les entre 2000 et 2500 soigneurs animaliers qui existent en France dans les différents parcs, la moyenne de renouvellement c'est 50 par an. Quels sont vos lieux d'études ? Alors mes lieux d'études, moi personnellement, si c'est de moi dont on parle, moi j'étais resté au lycée jusqu'à passer mon bac, dans ma Dordogne natale. Et je ne suis pas allé plus loin. Donc aujourd'hui, la majorité des gens qui deviennent soigneurs, souvent ont préparé des études agricoles, préparent un bac agricole, et la majorité de ceux qui deviennent soigneurs, souvent vont un peu plus loin que le bac, font 2 ans après, préparent un BTS. Et après, une école de soigneurs pendant 1 an en alternance dans des CFA. Avez-vous eu des difficultés dans vos études ? Moi, non. Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? Alors, mon cas personnel est un peu atypique, mais moi j'ai fait des études générales, jusqu'au bac. Et après, je voulais absolument rentrer dans la vie active parce que je considérais que mes parents n'avaient pas les moyens de me payer mes études, parce que j'avais des frères qui venaient derrière et je ne voulais pas les priver eux aussi de. Donc, si je me suis tourné vers ça, c'est que mes parents étaient agriculteurs. Grosso modo, la seule chose que je connaissais un peu, c'était de m'occuper des animaux, puisque jusqu'à mes 18 ans, j'étais à la ferme et que donc j'aidais mes parents à travailler avec les vaches. Et que deuxièmement, j'avais quelqu'un de ma famille, un oncle, qui était soigneur ici, à la ménagerie du Jardin des Plantes, et j'ai demandé s'il y avait du boulot ici. Et il m'a dit, si tu es sérieux et que tu veux vraiment faire ça, s'il y a un poste, il est pour toi. Et donc, 15 jours après, j'étais au travail. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé, c'est quelque chose qui ne pourrait pas se passer aujourd'hui. Avez-vous un conseil pour réussir ? Un conseil pour réussir ? Alors, aujourd'hui, le conseil pour réussir, pour accéder à ce métier et pour réussir dans ce métier, il ne faut pas négliger les études. Donc ça, c'est bien l'évolution qu'il y a eu, c'est qu'avant, il n'y avait pas de diplôme pour faire ce métier-là, et que ce que je dis souvent, c'est qu'avant, quand on était à la campagne, on disait si t'es pas bon à l'école, tu pourras toujours t'occuper des vaches. C'est plus vrai aujourd'hui parce que même pour être agriculteur, aujourd'hui, une ferme, c'est une entreprise. Et pour faire tourner une entreprise, il faut avoir un bon niveau d'études. Et voilà, dans chaque métier, aujourd'hui, on ne s'en sort pas si on n'a pas fait des études. Donc aujourd'hui, il ne faut pas arrêter les études pour dire moi, je veux travailler avec les animaux, donc ce n'est pas la peine que je fasse mes études. Aujourd'hui, il faut poursuivre son cursus normalement jusqu'au moins au bac. Si possible, faire un peu plus pour se spécialiser par un BTS, c'est bien, un brevet de technicien supérieur. Dans le cadre de la nature ou des animaux. Et puis derrière, après, il faut être très sérieux quand on est embauché pour y rester, parce que c'est un métier qui est certes très intéressant. Le premier avantage que j'y vois, moi, c'est ce que je dis toujours. J'ai vu passer au moins 7 directeurs depuis que je suis soigneur ici, et puis je dis que c'est pas eux mes patrons. Mes patrons, moi, c'est les animaux. Et c'est pour eux que je travaille, et c'est eux qui me gouvernent. Mais c'est super important, c'est le gros avantage. Avez-vous eu un beau souvenir ou un mauvais ? Des deux, on en a, oui, bien évidemment. Quand on a
quand on a 40 ans de maison, donc les bons souvenirs, c'est justement ceux que les animaux nous procurent. Et j'en citerai qu'un, par exemple, c'est que je me suis occupé, donc avant d'être chef soigneur, j'étais soigneur. J'ai été soigneur pendant plus de 25 ans à la singerie. Et donc ça crée des liens très forts avec des orang-outans, par exemple. Nénette, qui est là aujourd'hui, elle était là quand je suis arrivé il y a 40 ans. Donc je me prends plaisir à dire qu'avec Nénette, j'ai 40 ans de vie commune. Donc ça crée des liens, qu'on le veuille ou non, très importants. Et donc cet attachement au grand singe notamment, c'est à un moment donné terminé un peu en apothéose, même si c'est il y a quelques années maintenant, lorsqu'un jour on m'a appelé pour me dire, voilà, il y a un jeune orang-outan à la ménagerie qu'on a depuis plus de 3 ans, qui avait été saisi par les douaniers qui passaient en fraude à l'aéroport et qu'on nous avait confié. Et cet orang-outan, un jour on a décidé de le ramener à Bornéo. Et un jour, le téléphone sonne entre midi et 2, on me dit « Gérard, l'orang-outan, ça y est, c'est ficelé, le voyage est organisé et tout, et est-ce que t'es partant pour l'accompagner à Bornéo ?» Et voilà, donc j'ai dit oui. Et du coup, ramener un animal qui avait été pris par des braconniers dans son pays d'origine, qu'on avait récupéré, qu'on a sauvé parce qu'il était mal en point et tout ça, le raccompagner, le remettre à disposition du gouvernement de Bornéo pour le relâcher dans la forêt, c'est un des événements entre guillemets dont je garde le meilleur souvenir. Après des mauvais souvenirs, ben oui, on en a régulièrement, et les plus mauvais souvenirs, c'est quand on perd un animal précieux qui n'est pas encore en âge de mourir et que pour une raison X on va le perdre, et ça m'est arrivé plusieurs fois avec des orang-outans. On a perdu des mâles orang-outans. Ben là effectivement c'est difficile, c'est très dur pendant quelques temps, et voilà, c'est pas un proche de la famille qu'on perd, mais un petit peu quand même, parce que des animaux qui nous ressemblent autant, on les considère au bout d'un moment un peu comme de notre famille, donc voilà. Est-ce que ça vous gêne pas quand même de priver les animaux de leur habitat naturel? Si. C'est quelque chose qui pose problème à un moment donné, et que je comprends parfaitement, qui peut poser problème à des personnes dans le choix de ce métier. Ce qu'il faut savoir, c'est que les animaux aujourd'hui sont extrêmement malmenés dans la nature. Que la nature n'est pas l'endroit, entre guillemets, où ils vont vivre le plus heureux. Pourquoi ? Parce que les activités humaines et l'augmentation de la population humaine est en train de ne laisser plus aucune place pour l'animal. Et donc, il y a à peu près 25 ans, 30 ans de ça, la question était réellement posée de la disparition des zoos. Parce que on considérait à cette époque-là que le zoo était une prison. Et il y a eu des grandes campagnes en disant zoo égale prison, fermez les zoos. Et donc la question se posait, pourquoi ? Parce qu'il y avait d'autres possibilités qui avaient vu le jour de montrer les animaux au grand public pour les éduquer. L'arrivée de la télévision et sa démocratisation, c'est il y a 40-50 ans. C'est pas plus. Et donc les premiers films documentaires sur les animaux sont arrivés en même temps. Et donc, à partir du moment où il y avait d'autres moyens de faire découvrir les animaux, leur mode de vie, d'attirer l'attention sur des problèmes, etc., certains disaient il ne faut pas garder les zoos. Et ça aurait très bien pu se faire. Certains zoos, d'ailleurs, qui n'ont pas évolué à ce moment-là, ont disparu. Mais, dans le même temps, ça a été le début de la prise de conscience que la nature n'était pas éternelle et que tout ne se renouvelait pas comme on voulait. Parce que la population humaine est passée de 1 milliard à cette époque-là à nos, je ne sais pas combien, 7 milliards et des brouettes. On a dépassé les 7 maintenant ou pas ? Je ne sais plus, aux alentours, mais peut-être qu'on a déjà dépassé. Et donc les activités humaines se sont multipliées avec tous les problèmes qu'on pose aujourd'hui, le réchauffement climatique, etc., la déforestation à vitesse grand V. Il faut savoir que plus de 70% des espèces vivent dans les forêts tropicales, primaires, etc. Et que donc c'est des milliers et des milliers d'espèces qui aujourd'hui ont déjà disparu ou sont en train de disparaître. Cette prise de conscience, notamment de la communauté scientifique qui a alerté là-dessus, a déclenché un processus qui est de dire pour les animaux les plus menacés, il faut en mettre en captivité et sous protection de l'homme un certain nombre pour
pour sauver une espèce, entre guillemets, de sa disparition certaine. Donc dans la nature, il se passe des choses, ça disparaît parce qu'on fait disparaître leur habitat. Si on ne fait rien, les espèces, elles s'éteignent. Et une fois qu'elles sont éteintes, elles sont éteintes. Et on les retrouve dans la salle des animaux disparus à la Grande Galerie de l'Évolution. Et ça, il n'y a rien de plus triste. Et donc on dit, une espèce, quand elle est vraiment menacée, qu'on voit bien que sa population décline à vitesse grand V, il faut en prendre un certain nombre dans la nature, les mettre en captivité pour apprendre. J'ai fini dans 3 minutes. Ok. Pour apprendre à les gérer, apprendre à les reproduire et faire remonter la population pour éventuellement pouvoir faire de la réintroduction, peut-être un jour, si on arrive à leur garder des territoires possibles. Et donc pour faire ces opérations de conservation des espèces en voie de disparition, il fallait des institutions. Et comme les zoos existaient et qu'ils avaient tendance à dire ça ne sert plus à rien, eh bien on va leur confier cette mission à faire. Et donc on a demandé à tous les zoos de se transformer un petit peu, de modifier leur façon de faire, de s'occuper différemment des animaux et de prendre en charge cette mission de conservation. Et donc aujourd'hui dans les zoos, on ne va plus avoir quasiment que des espèces qui sont dans des programmes de conservation d'animaux en voie de disparition. Donc les animaux les plus courants, on ne va plus les trouver dans les parcs zoologiques. Donc on ne va plus trouver obligatoirement celui qui est beau, celui qui est etc. On va trouver celui qui a besoin d'être conservé. Et donc cette mission de conservation, c'est celle qui fait que les zoos sont là et sont absolument nécessaires aujourd'hui. Donc la question du départ, oui, ça nous embête de mettre en captivité des animaux qui normalement devaient vivre libres, mais aujourd'hui, c'est un mal nécessaire de les mettre en captivité parce que sinon beaucoup vont disparaître et qu'on participe un tout petit peu à faire en sorte que des espèces ne disparaissent pas. Pour moi, il y a un seul zoo qui devrait exister, il s'appelle la nature. Mais ça, c'est une vision, c'est du grand rêve aujourd'hui. Voilà. Combien d'heures en tout faites-vous par semaine de travail? Par semaine, comme la loi nous l'oblige, 35 heures. Tant que c'est 35 heures, ça va peut-être pas durer longtemps, mais pour l'instant on fait 35 heures. Parce que c'est la loi en France. C'est qui choisit les noms des animaux? Alors, c'est une bonne question aussi. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on s'en fichait un petit peu et souvent ils avaient des noms un peu bizarres. On les appelait un peu comme nous. Il y avait Maurice, Georgette et compagnie. Et voilà, c'est les soigneurs qui... Voilà. Et puis maintenant, justement, avec cette nouvelle donne, cette côté conservation, ce côté tout ça... les animaux, il faut qu'on les fasse connaître. Donc aujourd'hui, y a la page Facebook du zoo, il y a etc., etc. Et donc du coup, on va essayer de leur donner on va essayer d'éviter au maximum de les comparer à nous. On va éviter de faire de l'anthropomorphisme, mais on va éviter de leur donner des noms d'humains. Et donc maintenant, quand il y a un animal inné, on fait un petit sondage. Il y a et par le biais de Facebook justement, on fait des propositions et on fait voter nos fans pour choisir le nom des animaux. Et donc souvent les noms, ça va être un animal qui est de Bornéo, on va choisir des noms de rivières, de villes, de je sais pas quoi, de cet endroit-là. On va en choisir plusieurs et puis on va en choisir un comme ça. Quand les animaux meurent, est-ce que vous les enterrez? Les animaux, nous on les enterre pas. Pendant très longtemps, à la campagne, quand un animal y mourait, on l'enterrait. Ça posait quelques problèmes sanitaires. Parce que l'animal, quand il meurt, souvent, on ne sait pas trop de quelle maladie, etc. Donc aujourd'hui, c'est interdit d'enterrer un animal. Et les animaux qui meurent, normalement, sont récupérés par un truc exprès pour ça, qui s'appelle des sociétés d'équarrissage. Et les animaux sont brûlés. Sont brûlés. Comment on dit oui, voilà. Ils passent au crématoire et voilà. Comme certains humains, voilà, on choisit d'être enterrés ou d'être incinérés. Voilà, pardon. Merci. Voilà. Et nous, on est un peu particulier. Tous les animaux qui meurent dans les zoos du Muséum d'histoire naturelle, d'abord sont autopsiés pour essayer de voir de quoi ils sont morts et essayer d'en tirer des conclusions pour ceux qui restent vivants, parce qu'il y en a un qui est mort dans le troupeau, peut-être qu'il faut anticiper, etc.
Premièrement. Et deuxièmement, une grande majorité de nos animaux, une fois qu'ils sont morts, continuent à vivre dans les différents endroits du muséum. Donc on récupère les os pas pour la décoration, pour les scientifiques. La peau pour être naturalisée pour la grande galerie, on garde. Il y a des millions d'animaux qui sont conservés au muséum, dans la zoothèque qui est sous la grande galerie, pour que les chercheurs puissent travailler dessus. Et on a des animaux qui aujourd'hui n'existent plus qu'à cet état-là, puisque dans la nature ils ont disparu. Donc les collections du muséum sont très riches et se sont enrichies au fil du temps avec les animaux qui sont passés vivants dans les eaux et qui après, morts, sont conservés. Donc ça intéresse beaucoup les chercheurs. Après, quand c'est des animaux qu'on a depuis 100 ans et qu'on en a plein qui meurent, on n'en a plus besoin et ils vont partir à l'équarrissage. Donc il y a une société d'équarrissage qui passe dans toutes les boucheries de Paris récupérer les ossements, les machins, les trucs comme ça une fois par semaine. Et nous, il y a une chambre froide, on les conserve au froid et quand les bacs sont pleins, l'équarrissage y passe pour aller les incinérer. Vous avez dit tout à l'heure que les animaux ils s'ennuient, vous inventez des activités. Et quand j'ai fait mon tour, j'ai vu des animaux tout seuls. Vous avez jamais pensé à rajouter un animal? Oui. Alors, nous, le souci c'est que les animaux, il y en a, t'en as vu de seuls, mais il y en a qui vivent seuls dans la nature. Il y a des solitaires. Il y a des animaux qui vivent solitaires et qui ne sont avec des congénères que par exemple pendant 8 jours de l'année au moment du rut ou du moment de la reproduction. Le reste du temps c'est des solitaires. Si on veut faire vivre des animaux des fois ensemble, c'est impossible et on se serait contre nature et donc on va essayer au maximum de les remettre dans les conditions dans lesquelles ils vivent dans la nature. Donc il y a des animaux que ce serait grave de les laisser tout seuls et il y a des animaux ce serait très embêtant de les mettre à plusieurs. Des félins, par exemple, on ne va pas mettre un troupeau de panthères, on ne va pas mettre 10 panthères ensemble. Hein. Parce que de toute façon, au bout de 15 jours, il va en rester qu'une. Hein. Il y en a une qui va avoir tué les autres. Hein. Parce que c'est comme ça. Dans la nature, des panthères, c'est solitaire. Nous, on arrive à les faire cohabiter par deux, grosso modo, avec des astuces souvent pour y arriver, où on triche un petit peu sur le comportement des animaux pour arriver à les faire cohabiter. Mais, voilà. Ouais. Voilà, il y a des perroquets là, qui ont dit c'est l'heure, c'est la sonnerie. C'est Muriel qui va prendre le relais.